Bonjour, bienvenue dans Express Orient au programme cette semaine. Les forces démocratiques syriennes multiplient les conquêtes face au groupe État islamique en Syrie, mais dans les villages libérés, les civils arabes se méfient de ces combattants, dont beaucoup sont des Kurdes. Gratte-ciel, futuriste, aéroport international, stade olympique, l'Égypte s'est lancée dans la construction d'une nouvelle capitale, un projet pharaonique qui suscite de nombreuses critiques. Et puis elle a 16 ans, elle porte le voile et elle a provoqué une petite révolution dans le monde des nouvelles technologies. Rayouf Aloumedi a créé l'émoticône hijab. Elle est notre invitée dans cette édition. La bataille fait rage entre les forces démocratiques syriennes et l'organisation État islamique dans l'est de la Syrie. La majorité des FDS, les forces démocratiques syriennes, sont composées de Kurdes qui doivent contrôler des zones principalement peuplées d'Arabes. La défiance entre eux est palpable, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux James André et Abdallah Malkawi. Le village de Shenan vient d'être repris à l'organisation État islamique par les forces démocratiques syriennes. Les cadavres des djihadistes jonchent encore les rues. Alors que nous passons, un combattant est en train de malmener un vieil homme. Tu dis que tu n'es pas avec Daesh? Je te jure que je ne suis pas avec Daesh. Moi je suis malade, j'ai du diabète. Tue-moi tout de suite qu'on en finisse. Calmez-vous monsieur, calmez-vous. Je te jure, je ne suis pas avec eux, j'ai du diabète et je suis cardiaque. Il me frappe, pourquoi il me frappe? Ça ne se fait pas. Regarde comme je tremble. Pourquoi tu m'as frappé? Je n'ai rien fait. Les combattants craignent que des djihadistes ne se soient mêlés à la population. Pourquoi quand je t'ai demandé où il y avait des combattants de Daesh, tu m'as dit je ne peux pas parler? Pourquoi tu ne veux pas répondre? Tu m'as pas demandé ça, tu m'as tout de suite dit tu es avec Daesh et tu m'as frappé. Puisque tu es si sûr de toi, pourquoi tu t'es énervé? Et pourquoi tu as cassé ton téléphone? Au final, l'homme sera relâché. Les FDS ratissent tous les bâtiments à la recherche de combattants ennemis ou d'armes. Dans ce magasin, ils sont tombés sur un véritable arsenal. Nous avons trouvé des munitions de canon antiaérien de 23 mm, des balles de 12,7 et là des roquettes anti-chars. Certains combattants peu scrupuleux profitent des fouilles pour piller, alimentant encore la défiance. Je ne sais pas exactement ce qui a disparu, on s'est fait piller. Moi j'étais juste derrière la maison et je surveillais de temps en temps mais je n'ai rien vu. Après avoir libéré ces villages, les forces démocratiques syriennes doivent gagner la bataille des cœurs. Dans ces villages majoritairement arabes, ils sont perçus comme une force kurde. Il y a donc de la tension, d'autant que les combattants eux-mêmes craignent une infiltration de l'organisation État islamique. L'Égypte est en train de faire sortir de terre une nouvelle capitale afin de désengorger le Caire. Un projet titanesque estimé à 40 milliards d'euros dans un pays qui vit sous perfusion du FMI. Alors forcément, les critiques sont nombreuses. Ce Caire bis est-il une fausse bonne idée? Nadia Blétry, Claire Williot et Éric de la Varenne ont enquêté. 150 000 travailleurs pour une nouvelle capitale. Le chantier est colossal. À 60 km à l'est du Caire, en plein désert, cette cité administrative devrait accueillir d'ici 2019 l'ensemble du gouvernement. Ici, ce sera le bâtiment du Conseil des ministres sur plusieurs milliers de mètres carrés. Objectif des autorités égyptiennes, désengorger le Grand Caire, asphyxié par les embouteillages et la pollution. Un monstre qui devrait compter en 2050 plus de 40 millions de personnes. Pour ce fonctionnaire, la nouvelle capitale est donc devenue une nécessité. Le temps est venu de réaliser nos rêves. Nous en avions besoin car l'ensemble du Caire, avec un nombre effrayant d'habitants, est surpeuplé. Les infrastructures ne peuvent plus répondre à cette surpopulation. Mais cette cité pourrait bien ressembler aux nombreuses villes nouvelles qui ceinturent le Caire avec un taux d'occupation très faible. Les urbanistes se demandent si cette future capitale, qui fait la fierté du gouvernement, répondra vraiment aux besoins des Égyptiens. 50 à 60%. Certains disent même 70% de la population du Caire vit dans des quartiers précaires. Ils n'ont pas les moyens d'habiter ailleurs.
L'État ferait mieux d'investir dans ces quartiers pour permettre au plus grand nombre d'accéder à un niveau de vie décent. Pas besoin de chercher bien loin ces quartiers précaires. Dans le centre-ville du Caire, Boulak abrite plusieurs milliers de familles qui manquent de tout. Depuis 30 ans, cet ancien quartier piétonnier est laissé à l'abandon par les pouvoirs publics. Les maisons s'effondrent ici car le gouvernement nous interdit toute rénovation depuis qu'il a passé des accords avec des promoteurs. Des accords pour expulser les résidents, raser le quartier et construire des tours et des bureaux. Mais à Boulak, les résidents se refusent à être les prochaines victimes de cette politique gouvernementale de grands travaux. On est pour le développement, mais pas n'importe comment. L'État devrait se soucier de ce que les gens veulent et prendre en compte leurs conditions économiques et sociales. Prévue pour 6 millions de personnes, la nouvelle capitale devrait surtout attirer les fonctionnaires et de riches Égyptiens. Pour les plus pauvres, soit 30% de la population, cette cité du désert pourrait n'être qu'un mirage. Elle a 16 ans et la planète entière parle d'elle. Rayouf Aloumedi est une jeune saoudienne résidente en Autriche et elle a eu l'idée de créer une émoticône hijab pour représenter les musulmanes qui portent le voile. Le processus a été long, la jeune fille a dû batailler pour faire accepter l'idée, mais aujourd'hui le symbole est présent sur smartphone et dans bon nombre d'applications. Rayouf Aloumedi, bonjour, merci d'être avec nous. Rayouf, comment vous est venue cette idée? Comment l'avez-vous fait devenir réalité? J'ai eu l'idée en 2016 avec mes amis pendant qu'on parlait sur WhatsApp. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'émoticône avec des hijabs, alors j'ai fait une proposition en août 2016 que j'ai envoyée à Unicode, l'organisation qui gère les smileys. Et un an après, on l'a obtenue. Et comment est-ce que Unicode a réagi? Est-ce qu'ils étaient ouverts à l'idée? Est-ce qu'il y a eu de la résistance au contraire? Oui, Unicode a eu l'esprit ouvert sur le sujet parce qu'il pratiquait déjà la diversité avec ceux de différentes couleurs de peau apparus il y a 2 ans. Donc les seuls problèmes qu'il y a eu, c'était des problèmes techniques. Comment appeler ces émoticônes, foulard ou hijab? En quoi est-ce que cette nouvelle émoticône était nécessaire selon vous? Créer cette émoticône, c'était pour moi une façon de célébrer nos différences, de se battre pour la diversité, même si c'est aussi petit qu'un dessin. Ce qui comptait pour moi, c'était de montrer qu'on pouvait faire bouger les choses. Mais j'espère aussi que ça peut permettre de banaliser le port du voile et de donner un regard différent de celui que donnent parfois les médias. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que ce n'était peut-être pas très utile de voiler une image, que finalement c'est peut-être une pudeur excessive? Les émoticônes hijab existent pour ceux qui veulent les utiliser. Tous les autres smileys sont sans foulard. Donc si vous ne les aimez pas, ne les utilisez pas. N'y portez pas attention. C'est aussi simple que ça. C'est comme dire « je ne veux pas que cette partie de la population soit représentée ». Mais vraiment, ça ne devrait pas influencer la vie personnelle des gens. Est-ce que vous avez d'autres idées d'émoticônes? Personnellement, je n'ai pas d'autres idées, mais si d'autres idées me viennent, je n'hésiterai pas à les proposer. Merci beaucoup Rayouf d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes donc la créatrice de l'emoji, l'émoticône hijab. Depuis début 2015, la guerre fait rage au Yémen, opposant la coalition menée par l'Arabie saoudite, soutien du gouvernement, aux rebelles chiites Houthis. Le bilan humain est catastrophique, il y a des millions de déplacés, la famine menace, mais il y a aussi des conséquences moins connues. La production de miel, par exemple, a chuté drastiquement. Les explications de Julien Cheida. Il est l'un des trésors du Yémen. Le miel de cidre réputé pour son goût de noisette et ses vertus thérapeutiques. On dit de lui qu'il soulage les maux d'estomac et qu'il renforce le système immunitaire. Un trésor ancestral menacé par la guerre. Voilà 2 ans que la coalition menée par l'Arabie saoudite bombarde les positions des rebelles Houthis. Des bombardements réguliers qui menacent la production de miel. Près de Sanaa, la capitale, cet apiculteur veille jalousement sur ses abeilles.
Cette situation fragilise vraiment la production de miel. Ici, on a été obligé de mettre les ruches à l'abri. Avant, il y en avait environ 500, mais on a dû les éloigner de peur que les bombardements ne les détruisent. C'est dans ces montagnes de l'Ouest qu'est produit le miel de cidre. Une production restée artisanale au fil des siècles qui en a fait sa renommée. Selon les variétés, le miel se négocie à l'export jusqu'à 250 $ le kilo. Mais avec la guerre, le manque à gagner est considérable. Nos ventes ont chuté de presque 70% depuis que les ports, les aéroports et les postes ont été fermés. On enregistre la plus grosse baisse dans les pays du Golfe. Là-bas, les ventes ont chuté de plus de 50%. Avant la guerre, le Yémen en produisait 500 tonnes par an, principalement destinées à l'export et notamment à l'Arabie Saoudite, son principal client. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Express Orient. Merci de votre attention. Restez sur France 24, l'information continue.